Je tiens à profiter de ce privilège extraordinaire qui m'est offert par votre présence et par la visibilité que vous nous avez offerte pour que leur nom résonne par-delà les murs de ces prisons qui les tiennent enfermés, pour que le monde entier sache qu'il ne s'agit pas simplement du destin d'un homme, Ousmane Sonko, porteur des espoirs de tout un peuple, placé en détention provisoire, enfermé à 6 mois d'une élection pour l'empêcher de se présenter, mais également de 1700 individus, 1700 corps, qui dans l'ensemble des prisons du Sénégal continuent de croupir, sans accès à la justice, sans une once de visibilité. Vos mots, mesdames, messieurs les journalistes, arrivent à leurs oreilles. Ils sont scrutés, ils sont attendus. Ils leur permettent d'espérer, ou à l'inverse, de s'effondrer. La lueur qui est apparue dans des yeux du maire de Kermassar Sud, qui était en géole avec moi, détenu depuis 4 mois, sans jugement, pour un post Facebook où il s'indignait que l'un de ses administrés soit mort du fait de l'ingestion de gaz lacrymogène alors qu'il était asthmatique. La lueur dans son regard, lorsqu'il est venu me dire que RFI avait annoncé la tenue d'une manifestation de gilets jaunes en soutien à mon égard et à l'égard de l'ensemble des détenus politiques sénégalais, dit beaucoup de l'importance en ces temps-ci de la solidarité des luttes, de leur continuité entre peuples et du caractère universel de la lutte que mène en ce moment le peuple sénégalais. Elle dit aussi beaucoup de l'alliance entre les peuples qui continuent d'exister malgré les méfaits de nos gouvernants et de nos gouvernements, qui ne cessent de créer des barrières entre nous, de la haine, de la détestation, du fait du pillage et de la violence, qu'ils ne cessent de nourrir. La France est à l'heure du choix, à la veille peut-être d'une guerre au Niger, alors qu'elle se voit concurrencée dans des stratégies de pillage et de prédation par d'autres puissances étrangères, alors qu'elle a tenu silence sur ma situation. Elle doit s'interroger sur sa nécessité d'exprimer, non pas doit se tenir du côté des peuples, elle doit avoir ce courage si elle souhaite maintenir un lien avec ce reste du monde, non plus pour le piller et l'exploiter, mais pour construire ensemble un devenir. Autrement, ce sera la violence, ce sera le pillage, ce sera la révolte, et ce sera, quoi qu'il arrive, la liberté et la souveraineté des peuples africains. Nous sommes à l'heure du choix, et je souhaite, encore une fois, utiliser ce moment de privilège que vous m'avez offert pour rappeler que si j'ai été enlevé en Mauritanie par des hommes cagoulés qui m'ont à leur tour masqué le visage et qui m'ont amené jusqu'aux frontières sénégalaises pour m'y livrer à des hommes sans uniforme, dans des pick-up non immatriculés, sans respecter le moindre des droits fondamentaux qui s'appliquent à chaque homme. S'ils l'ont fait, alors que j'étais en tant qu'avocat venu à Dakar défendre un homme, c'est parce qu'un sentiment d'impunité s'est développé au sein d'une région que nous avons militarisée, que nous avons transformée en une série d'états policiers, par notre peur panique de la différence et par notre angoisse d'une perte de stabilité.
Ce sont les populations africaines qui souffrent aujourd'hui de cette transformation de ces États en prisons à ciel ouvert, et c'est ce qui explique leur révolte contre ceux dont ils savent qu'ils sont responsables de cette situation. Je veux rendre hommage à tous ceux qui ont eu la dignité, la décence, le courage de dénoncer cette situation qui nous menaçait tous, celle qui consiste à mettre en détention et menacer de perpétuité un homme pour avoir voulu en défendre un autre. Je les appelle désormais à continuer cette lutte pour tous ceux qui aujourd'hui encore demeurent privés de leur liberté et de leur dignité. Nous sommes à 6 mois d'une échéance cardinale pour le devenir du Sénégal, mais également de l'ensemble de la sous-région et peut-être du continent, qui déterminera des bascules fondamentales. Ousmane Sonko reste hospitalisé, souffrant notamment d'insuffisance rénale suite à une grève de la faim, mise en œuvre pour attirer l'attention non seulement sur son sort, mais sur celui de l'ensemble de ses frères et sœurs de lutte qui sont persécutés sur son pays, sur son territoire. Et il me semble essentiel de prolonger ce mouvement de solidarité qui a commencé à leur égard et de s'engager pour trouver au plus vite une solution qui permette d'assurer une transition démocratique au Sénégal, comme le prévoit sa constitution, et de s'assurer que la volonté souveraine de ce peuple soit respectée. Il en va de nos intérêts à tous, y compris ceux des sociétés occidentales. Il en va d'une idée du genre humain. Il en va aussi d'une potentielle nuit noire dans laquelle serait plongé le Sénégal si les desseins du pouvoir actuel étaient respectés et que si ceux-ci réussissaient arbitrairement à empêcher une partie de la population de se voir représentée. Nous avons demandé à Ousmane Sonko de mettre fin à sa grève de la faim, pour une raison très simple. Cet homme fait communauté. Cet homme permet à des milliers d'autres, comme je l'ai vu à Dakar, mais aussi au-delà, de retrouver une forme d'espoir et d'espérance parce qu'il leur permet de retrouver un sens de la fraternité et de la lutte collective. Ce n'est pas l'individu en tant que tel qui compte, c'est ce qu'il a su enfanter et créer. En conséquence de quoi nous avons besoin de lui, encore une fois, non pas du fait d'une lutte idéologique, mais simplement parce que, à travers lui, nous allons protéger cette idée du politique, qui consiste à créer du lien, à travers la lutte, redonner de l'espoir et permettre aux individus de survivre dans des conditions qui autrement les amèneraient au désespoir et à la catastrophe. Je suis très heureux et très fier d'être aux côtés de mon confrère, Maître Larifou, qui, des Comores, a rejoint le pool d'avocats qui assistent Ousmane Sonko. Je voudrais rendre hommage à mes confrères qui, au Sénégal, au quotidien, sont confrontés au risque pour leur carrière, mais aussi pour leur liberté, comme le cas de Babacar Ndiaye l'a encore démontré, parce qu'ils ont décidé de se placer du côté des déshérités. Ces individus doivent être protégés, ils doivent savoir que nous sommes à leur côté, que nous ne les lâcherons pas, et que chaque fois qu'il faudra prendre un risque, y compris s'il s'agit de traverser des milliers de kilomètres et de se confronter à des mandats d'arrêt internationaux iniques et injustifiés, ils nous trouveront de leur côté. Je laisse la parole à mon confrère et nous répondrons ensuite à toutes les questions que vous souhaiterez nous poser. Oui, au nom de mes confrères constitués pour le président Ousmane Sonko, je tiens à exprimer tout notre soutien
à notre confrère pour son courage, sa détermination et sa conviction à assurer la défense de notre client commun, Ousmane Sonko, mais au-delà de notre client, toutes les personnes victimes, je le dis volontairement, je prononce volontairement le mot, de la barbarie et puis de la méchanceté humaine et puis du goût du pouvoir. On a tendance à parler moins de leur sort et notre confrère a le mérite d'avoir été le premier à saisir les instances internationales des crimes contre l'humanité commis au Sénégal. Et c'est parce qu'il a eu ce courage de porter haut et partout la cause des centaines des Sénégalais qui souffrent que le pouvoir en place a cru justifier de le humilier, de l'empêcher d'exercer son métier d'avocat, puisque c'est la question qui se pose, c'est le libre choix d'une personne, à savoir Ousmane Sonko, fait en la personne de maître Branco pour assurer sa défense. Le cas de notre confrère illustre parfaitement les difficultés que nous rencontrons sur place à Dakar pour assurer la défense de notre client. Nous ne sommes pas libres, alors que c'est le principe fondamental à toutes les sociétés démocratiques pour assurer la défense de notre client. Je tiens quand même à le rappeler, la veille d'un procès sur une diffamation, un délit de diffamation auquel notre client a été prévenu, alors qu'il est arrivé à Dakar, la veille, pour assurer, au même titre que nous, la défense de M. Ousmane Sonko, notre confrère a fait l'objet d'une interdiction de rentrer sur le territoire du Sénégal, a été reconduit aux frontières. Donc n'a pas assisté, alors qu'il avait préparé sa défense, et la défense de M. Sonko reposait en partie au travail qui a été fait par notre confrère, qui n'a pas su donc assurer la défense de notre client. Il a travaillé à distance, mais ce n'était pas suffisant. On lui reproche aujourd'hui d'avoir trouvé le moyen de rentrer sur le territoire du Sénégal pour assumer sa responsabilité, puis assurer la défense de M. Sonko. C'est dans ces circonstances qu'il a fait l'objet d'humiliation. Au-delà de sa personne, ce sont tous les avocats qui ont été humiliés par les autorités sénégalaises. Et ça, nous ne pouvons pas accepter cette humiliation. Je tiens aussi à rappeler que de nombreux confrères constitués pour M. Ousmane Sonko font l'objet des procédures disciplinaires. Et il y en a d'autres qui font l'objet de poursuites pénales également. Ce sont des mesures qui ont été opportunément, des procédures qui ont été opportunément ouvertes pour justement décimer la défense de M. Ousmane Sonko. Donc pour ça, notre confrère a notre soutien et nous exprimons notre admiration et notre encouragement à notre confrère. Il a pris le risque, et le risque qu'il a pris est l'illustration des difficultés que nous rencontrons pour justement assurer la défense de M. Sonko et puis de toutes les victimes de cette barbarie. Puisque lorsque vous envoyez des milices accompagnées par des forces soi-disant de sécurité, mais des forces de désordre, pour tuer froidement, au vu et au su de tous, des manifestants, c'est que ce régime n'a rien de démocratique. L'état de droit au Sénégal a été volontairement liquidé par le régime actuel. Nous avons l'habitude de parler du Sénégal comme étant l'exemple même
de la démocratie, d'un régime apaisé. Mais là, ce n'est pas le cas. Il y a une liquidation de toutes les valeurs héritées par ceux qui ont bâti ce grand pays qu'est le Sénégal. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Il est difficile, effectivement, de parler de la situation pénale de notre client sans glisser sur le volet politique, et mon confrère a bien fait de le dire. On est quand même à 6 mois d'une élection capitale pour le Sénégal, puisqu'il est question pour le Sénégal de choisir un de ses enfants, librement un de ses enfants, pour justement dégager une vision qui n'est pas celle de ceux qui conduisent ce pays au jour d'aujourd'hui. Et celui qui est le favori de tous les sondages fait l'objet depuis 2 ans d'un harcèlement judiciaire, d'un harcèlement policier, d'un harcèlement, je dirais même militaire, pour les pousser à bout. Si aujourd'hui M. Ousmane Sonko est hospitalisé, c'est pas pour rien. Puisque accumuler autant de pression, accumuler autant d'harcèlement judiciaire, policier et toute forme d'harcèlement, accusé d'effets d'une extrême gravité, c'est pas facile à supporter, et je peux comprendre qu'aujourd'hui, arrivé à bout, il soit admis à l'hôpital. Et cette visibilité que vous offrez à la cause de tous les Sénégalais est une opportunité pour nous, effectivement, de dénoncer ce qui se passe sur place. C'est pas parce que notre confrère a été malmené, a été humilié, que la profession d'avocat a été humiliée par le régime en place au Sénégal, que nous allons baisser le bras. Nous y retournerons pour continuer notre travail. Et nous ne serons pas seuls, puisque cette profession, elle est portée par des millions de gens qui croient qu'il faut de la défense dans une société démocratique. Et ce qui n'est pas le cas. Bon, donc ce mépris affiché à la défense, ce mépris affiché à l'état de droit, ce mépris affiché à la justice aura une réponse. C'est notre détermination et notre volonté infaillible pour rassurer la défense de M. Sonko et puis des autres Sénégalais qui souffrent en ce moment de ce déficit démocratique, de ce déficit de droit dont est victime ce pays. Il y a effectivement, et mon confrère a bien fait de le dire, il y a une solidarité des peuples. Et puis il y a aussi une convergence des luttes pour les libertés et la démocratie en Afrique. Notre client a le mérite d'être l'un des piliers de ce combat. Et ce combat maintenant est partagé par tous les 54 pays d'Afrique. Il y a des Ousmane Sonko qui se réveillent dans tous les pays d'Afrique. Et ça, personne ne peut empêcher ce vent de liberté. Et nous devons, en tant qu'avocats, effectivement accompagner ceux qui, en Afrique, partout en Afrique, aspirent à ce grand changement. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir plus précisément sur les circonstances de votre arrestation en Mauritanie? Je pense j'ai la chance d'être aujourd'hui devant vous, alors que tout t'invitait à ce que des mois, voire des années, me maintiennent enfermé dans la prison de Rebus. J'ai cette chance, grâce à vous, qui, face à une responsabilité écrasante, celle de décider ce qui doit être su et ce qui, au contraire, peut être ignoré, avait décidé d'en parler, avait poussé la société civile, les gouvernants, mes confrères, à intervenir pour empêcher que ce soit le cas. Des milliers d'autres n'ont pas cette chance. Et c'est pour eux qu'aujourd'hui,
Il faut prendre la parole et utiliser cet espace que vous nous donnez. Les circonstances dans lesquelles j'ai été enlevé, puisqu'il ne s'agissait pas d'une arrestation, puisqu'aucun mandat ne m'a été donné, puisqu'aucun procureur ni juge n'est intervenu, puisqu'aucun de mes droits n'a été respecté, puisque mon intégrité physique a été atteinte, ne sont qu'un symptôme, un exemple de ce à quoi sont exposées les populations, non seulement du Sénégal et de la Mauritanie, mais d'une grande partie de la sous-région. Encore une fois, ce sont des régimes que nous soutenons, parce que nous avons peur du terrorisme, parce que nous avons peur des vagues migratoires, et parce que nous ne vivons qu'à travers cette peur, ce qui nécessairement suscite la révolte chez les millions de citoyens de ces pays qui se sentent déconsidérés par ce traitement souvent discriminatoire, insultant et rabaissant, qui consiste à n'en faire que des sas de protection à l'égard notamment du continent européen. J'ai pu m'en sortir grâce à la mobilisation d'un certain nombre de personnes qui se reconnaîtront et qui savent ce que je leur dois, dont le soutien public ou privé m'oblige et m'obligera, notamment dans l'exercice de mes fonctions en tant qu'avocat. Je pense évidemment au barreau de Paris, qui a été exemplaire et qui a eu un rôle cardinal, aux côtés d'autres comme le syndicat des avocats de France, dans ma libération. Les mots de ma bâtonnière qui résonnaient et étaient relayés jusque au sein de la prison de Rebeuss, et qui me sont parvenus dans ce cadre-là, et qui ont probablement été aux côtés des efforts d'un certain nombre de gouvernements, dont le gouvernement espagnol, dont je salue l'engagement, mais aussi du gouvernement portugais, et peut-être même du gouvernement français, ont permis de régler cette situation. Mais d'autres personnes sont en prison encore, et dont certaines de mon fait, que ce soit un prétexte ou une vérité. Je sais la responsabilité que j'ai dans la situation d'un certain nombre de Sénégalais. Je sais la responsabilité que j'ai prise en prenant le risque de me rendre au Sénégal de façon légale, contrairement à ce qui a été dit, pour défendre pour défendre mon client en tant qu'avocat. Et je sais que les conséquences que ça pouvait avoir sur un certain nombre d'individus. Mais je sais aussi le risque que je prenais en faisant ce geste. Et nous avons ensemble décidé de le prendre. Et les conséquences sont potentiellement lourdes. Donc c'est avant tout à eux que je pense aujourd'hui, vers eux que nous sommes engagés pour obtenir leur libération rapide, mais de façon plus générale, de façon structurelle et systémique, pour s'assurer qu'il n'y ait plus ce genre de violence qui se répète et qu'on cesse ce régime d'utilisation de la violence, mais aussi de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. J'invite Macky Sall à ce que ma libération soit la première, à ce qu'elle ouvre la porte à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques pour permettre, encore une fois, cette transition démocratique que lui réclame le peuple sénégalais. Je l'invite à faire cesser les violences qu'il inflige à Ousmane Sonko, à le laisser se présenter librement aux élections qui viennent. Et j'invite la communauté internationale qui s'est intéressée au sort du Sénégal à travers mon affaire. Les nombreuses personnes qui se sont mobilisées pour la première fois au sujet de la situation au Sénégal du fait de mon affaire, à prolonger leur effort et à inciter ce gouvernement souverain à faire ce geste qui permette de réduire les violences qui ont traversé et continueront de traverser autrement ce pays, comme nous l'avons fait, je pense avec un certain succès, en saisissant la Cour pénale internationale, ce qui a permis, à mon sens, déjà de réduire l'utilisation de la violence par le régime actuel pour réprimer les manifestations. Il faut que cet effort collectif continue, il faut savoir passer la page. Je pense qu'il y a la possibilité, peut-être la dernière, d'une main tendue pour sortir de cette situation. Autrement, je crains que les heures qui attendent ce pays soient sombres et que ce soit encore une fois le peuple sénégalais qui en paye les conséquences. Nous ne le souhaitons pas, notre client ne le souhaite pas, et il espère que la raison reviendra et qu'encore une fois, à travers cette première libération, d'autres suivent. Nous avons appris celle
d'un journaliste reconnu à Dakar ce jour, qui a été détenu de façon parfaitement injustifiée. Mon confrère Raka Ndiaye a été libéré. Il faut que ce mouvement s'étende et que le Sénégal retrouve sa normalité démocratique. Peut-être une deuxième question. Est-ce que dans les conditions présentes, vous allez continuer à défendre Ousmane Sonko? J'ai encore reçu des instructions de sa part aujourd'hui quant à cette conférence de presse. Il m'a demandé d'utiliser ma situation, de vous l'exposer, afin qu'elle serve d'illustration de ce que traversent des milliers d'autres Sénégalais qui n'ont pas ma chance. Je répète, je le redirai encore et encore, c'est un privilège. Et cela m'oblige de vous avoir devant moi. Parce que des milliers d'autres individus, de par le monde et au Sénégal en particulier, n'ont pas cette chance et ne peuvent pas s'accrocher à l'espoir que vous représentez pour sortir de la situation qui est la leur. Ousmane Sonko, comme je vous l'ai dit, souffre d'une insuffisance rénale du fait de sa grève de la faim, a eu une crise d'hypoglycémie sévère qui l'a amené à faire un malaise et à être admis aux urgences. Sa situation se stabilise. Je le répète, nous lui avons demandé de cesser sa grève de la faim et nous espérons qu'il comprendra les motifs de notre demande parce que nous considérons qu'il est trop important pour trop de personnes. Je l'ai vu à Rebus, son sort détermine le sort de milliers d'autres personnes. Ils attendent de lui qu'il soit à leur côté, y compris dans la difficulté et les épreuves que lui font traverser le régime actuel. Alors, sérieusement, avec la dissolution du parti de Ousmane Sonko, est-ce que vous êtes sûr qu'il sera candidat en février 2024? Nous ne sommes pas des porte-parole politiques, mais... Deuxième question, je loue votre courage, mais qu'est-ce qui prouve que quand vous-même vous dites que vous avez traduit Macky Sall devant la CPI, quelles sont les chances pour qu'une telle demande aboutisse? Sur la première question, la dissolution du PASTEF, de la même façon que les tentatives de mettre fin à la candidature d'Ousmane Sonko en prétextant d'une contumace, d'un jugement par contumace, ne sont que des arguties juridiques sans effet. Ousmane Sonko, jusqu'au bout, portera la parole du grand peuple des déshérités et s'assurera qu'elle soit portée aux élections qui viennent. Que ce soit à travers le PASTEF, si les recours qui ont été engagés par mes confrères au Sénégal aboutissent, ou à travers un autre parti de la coalition d'opposition qui s'est mise en œuvre, que ce soit en son nom, si Macky Sall revient à la raison et cesse cette persécution judiciaire contre lui, ou à travers d'autres personnes qui pourront se présenter en son nom et porter sa parole, à qui il donnera mandat pour le faire, et contre lequel Macky Sall ne pourra rien. Et ça, c'est un message important que nous adressons respectueusement au président du Sénégal. Il nous semble impossible d'éviter qu'en février 2024, les idées d'Ousmane Sonko soient représentées, et il est donc déraisonnable d'insister sur cette voie. Et en ce qui concerne la Cour pénale internationale, nous ne sommes pas juges et nous ne sommes pas procureurs. Et je pense qu'en général, lorsque l'on fait le choix de la défense de la robe, c'est justement parce que nous ne souhaitons pas devenir juge ou procureur et de prendre en main le destin d'autres personnes et de faire face à des responsabilités qui peuvent amener à des destins tragiques. Nous n'avons donc jamais affirmé que nous allions traduire en justice Macky Sall. Cependant, les procédures que nous avons enclenchées auprès du procureur de la Cour pénale internationale, auprès des procureurs français et des juges d'instruction du pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris ont toutes les chances de prospérer. Les victimes sont constituées, au-delà évidemment des membres du PASTEF, des familles de victimes de meurtres, de torture. Les faits sont établis, sont étayés, et le travail que nous avons effectué, qui a été rendu public, est suffisamment solide pour lancer l'ouverture d'une instruction qui mettra fin à toute forme d'impunité. Cependant, nous l'avons dit et nous le répétons, notre espoir, parce que c'est l'espoir d'Ousmane Sonko, c'est que cette résolution soit sénégalaise, d'abord politiquement et ensuite judiciairement. Ousmane Sonko est un souverainiste et considère que c'est au peuple
et en particulier au peuple africain, de régler leur propre destin. Et si jamais une transition démocratique intervenait au Sénégal, ce serait de façon privilégiée cette solution qui serait adoptée, que ce soit par la création de chambres mixtes et d'un tribunal ad hoc qui permettent de juger ces crimes, ou à travers l'utilisation des juridictions naturelles qui sont aujourd'hui en capacité de poursuivre des personnes pour ces faits. Encore une fois, notre seul tort dans la défense de cet homme, et il me semble, d'avoir permis une réduction de la violence au Sénégal. Et il est important que ce travail continue. Il est important que l'on comprenne que ma venue au Sénégal, contrairement à ce qui a pu être affirmé, n'était pas une provocation, n'était encore moins une transgression ou la commission d'un quelconque délit, mais était au contraire la réaffirmation de principes fondamentaux de tout régime démocratique et libéral, qui consiste à permettre à un homme d'être défendu par l'avocat qu'il se choisit, et de ne pas voir cet avocat poursuivi du fait de cette défense. Par rapport à votre contrôle judiciaire, est-ce que c'est faisable? Quelles sont les conditions? Est-ce que vous pensez que c'est une décision sérieuse ou simplement un bluff de la part des autorités judiciaires du Sénégal, pour tout le respect qu'on les accorde? Aussi, j'ai lu quelque part que par rapport à votre mandat international, c'est un procureur de la République qui devait le faire, le contraire, c'est le procureur général qui devait le faire au lieu du procureur de la République. Est-ce que ce mandat, est-ce qu'il est exécutable ou pas? La justice a été instrumentalisée dans cette affaire et continuera de l'être. Il ne s'agit donc pas pour moi de rentrer dans un débat qui virera à l'argussie rapidement, qu'il soit procédural ou pas. Les seuls mots que j'ai prononcés devant la justice sénégalaise, comme cela a été rappelé publiquement, sont les mots qui ont été prononcés par l'une des figures les plus importantes du panafricanisme, Thomas Sankara, dans un discours à l'ONU. Ces mots étaient « Seule la lutte libère ». Ces mots sont la seule réponse que j'ai adressée à la justice sénégalaise, non par défiance, mais justement par respect. Et c'est ces mots auxquels je me tiendrai aujourd'hui en réponse aux procédures qui ont été enclenchées à mon encontre. J'appelle encore une fois le régime sénégalais à sortir de l'instrumentalisation des questions judiciaires et à rentrer dans une discussion de fond, enfin, avec ses opposants, afin de permettre la transition démocratique à laquelle tous aspirent au sein de ce pays. Oui, excusez-moi, avant de prendre une autre question, je souhaiterais rebondir par rapport à une question qui a été posée par le doyen, pour dire que, bon, s'agissant de la candidature de M. Ousmane Sonko, tout le monde est conscient que la volonté affichée par les autorités au pouvoir au Sénégal, c'est d'empêcher Ousmane Sonko d'être candidat et de devenir le président, le 5e président de ce pays. Ça, c'est une volonté qui est affichée depuis des années. Et à partir de là, il y a instrumentalisation à ciel ouvert de l'institution judiciaire. Si vous vous souvenez, c'est récent, hein. Il y a d'abord une première procédure, soi-disant pour des faits de viol, qui ne tenait pas debout. Et puis il y a une histoire de diffamation. Ousmane Sonko n'a pas été jugé par le tribunal correctionnel de Dakar. Il a demandé à ce que l'affaire soit renvoyée pour lui permettre d'être présent, puisque les conditions ne s'y prêtaient pas du tout. Il y a ses avocats, je le disais tout à l'heure, il y a un des avocats, notamment mon confrère, qui a été empêché de se rendre au Sénégal. Il y a un des confrères qui était constitué dans le dossier la veille de l'audience, a fait l'objet d'une mesure l'empêchant immédiatement d'exercer son métier d'avocat. Et le client n'a pas été autorisé, enfin, le client ne pouvant pas, pour des raisons de santé, prendre part à son procès. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de le condamner malgré son absence, malgré l'absence des avocats. Et puis, c'est pas fini. Lorsque la décision a été rendue, le ministre en question, qui avait engagé la procédure, qui avait déposé plainte contre M. Ousmane Sonko, lorsque le verdict a été rendu, a exprimé sa satisfaction. Quelques instants après, a dit qu'il allait interjeter appel parce que ce qui l'intéressait, c'était pas
la condamnation pécuniaire de M. Ousmane Sonko, puisqu'il était de partie civile. Mais ce qui l'intéressait, c'était l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko. Si vous constatez, dans les sorties médiatiques des ministres, je ne parle pas des procureurs, mais des ministres, chaque fois qu'ils interviennent, ce qui ressort de leur préoccupation, c'est l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko. Donc, l'institution, tout le monde est d'accord, l'institution judiciaire sénégalaise est discréditée par le pouvoir en place. Elle est instrumentalisée, que ce soit contre les avocats de M. Ousmane Sonko, que contre M. Ousmane Sonko lui-même. Donc, à partir de là, effectivement, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la justice sénégalaise repose sa tâche au droit pour rendre ses décisions, ou bien il faut une logique politique et pour pousser les autorités à prendre conscience qu'il faut que ce pays soit libéré. Donc, s'il faut attendre à ce que la justice sénégalaise donne à Ousmane Sonko l'autorisation de se présenter aux élections présidentielles, je pense que là, c'est faire vraiment preuve de naïveté, quoi. Voilà. Donc, c'est pour cette raison qu'il s'agit d'un problème politique et la réponse ne peut être judiciaire mais politique. Voilà. Maître Bamba Diop Dakar, de sources très proches, vous avez versé des chaudes larmes en prison. Est-ce pour implorer une situation quelconque en prison ou bien pour implorer votre liberté au gouvernement? Je pense qu'il y a une forme d'indécence à m'interroger sur les états d'âme que j'aurais pu avoir ou non dans des conditions qui, vous l'imaginez, étaient particulièrement dures. Je pense avoir maintenu une forme de dignité à tout instant, notamment face aux autorités sénégalaises, qu'elles soient policières ou judiciaires. Je pense avoir aux côtés de mes frères et sœurs de lutte tenu droit à tout instant, de façon toujours respectueuse mais exigeante, et sans concéder à un quelconque moment, à une quelconque forme de peur, d'intimidation, malgré les forts dangers auxquels nous étions confrontés. Nous continuerons à le faire, encore une fois, que ce soit auprès d'Ousmane Sonko, ou des nombreuses personnes qui luttent à travers le monde et que nous avons eu l'honneur et le privilège de défendre. Le Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, dont je rappelle qu'il est encore enfermé dans une prison antiterroriste après des années de persécution par les États-Unis, qui a fait l'objet de cavales similaires à celle qu'a subie Ousmane Sonko, et qui n'a eu pour seul tort que de rendre publiques des informations d'intérêt général concernant des crimes commis par des pouvoirs occidentaux. J'ai eu son sort à l'esprit très souvent au cours de ces jours, où j'ai été arrêté, placé en garde à vue, d'abord en Mauritanie, puis enlevé, transféré à Dakar, et dans les jours précédents, parce que j'avais conscience du risque du piège qui me serait tendu. J'avais souvenir, de façon précise, que le mandat d'arrêt international, dont on n'est pas certain de son existence réelle, qui avait été annoncé par le procureur de Dakar, avait été précédé 48 heures avant d'un signalement du Quai d'Orsay aux autorités judiciaires françaises. Et nous avions la conscience d'une potentielle instrumentalisation de cette situation à des fins politiques, politiciennes, dans mon pays, en France, et de l'instrumentalisation de l'instance judiciaire, non plus seulement à Dakar, au Sénégal, mais également en France. Et dans ces conditions-là, il m'apparaît important de rappeler l'universalité de la lutte à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, et de l'importance partout de veiller au respect des principes que nous énonçons, parce qu'il en va de la souveraineté des peuples, de leur capacité à défendre leur bonheur et leur droit à la souveraineté et à l'intégrité, et parce qu'il en va potentiellement de notre destin à tous. Les juges auxquels j'ai été confronté à Dakar, les magistrats, pourront demain faire l'objet de cabales similaires à celles que nous avons subies en tant qu'avocats. Il faut qu'ils en aient conscience. Si notre Europe ne nous protège pas, si la fonction de journaliste, si le mandat, parce qu'il y a de nombreux maires qui sont aujourd'hui détenus à Dakar, démocratique, si ce mandat démocratique ne protège pas, eh bien, c'est l'ensemble des corps intermédiaires, comme on les appelle, qui sont exposés. Alors, quelque part, c'est bien, parce que ça leur permet de vivre avec la peur que connaissent les simples citoyens, entre guillemets, de se rendre compte de cette vulnérabilité,
de ne pas se sentir protégé, mais de l'autre côté, évidemment, ça fragilise l'ensemble des institutions et donc la stabilité du pays. Il faut prendre garde, à force de vouloir préserver à toute fin notre influence, la sorte de cohésion artificielle que les régimes autoritaires permettent sur un territoire donné de mettre en œuvre, de ne pas nourrir, de ne pas mettre en germe la violence, voire la guerre civile. Parce que la décomposition des territoires et des États de la sous-région est encore envisageable, avec des conséquences catastrophiques qui pourraient émerger. Et il ne faut pas oublier que le phénomène djihadiste est nourri par des logiques de concurrence étatique, et nourri par le système tel qu'il existe aujourd'hui, et tel qu'il est maintenu artificiellement sous respiration artificielle par nos régimes politiques. Il y a vraiment une réflexion à avoir de fond là sur ce qui est en train de se passer. Je pense que ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe au Niger de façon coagulée, et évidemment s'influençant mutuellement. La position de la France, des États occidentaux au Sénégal est influencée par ce qui se passe au Niger, est influencée de façon générale par les changements politiques qui sont intervenus au Burkina, au Mali, qui s'installent, s'enracinent au Centrafrique, et la peur que cela suscite en nos gouvernants. Sauf que cela peut amener à des mauvais choix, à des erreurs, voire à qui auront des conséquences potentiellement catastrophiques pour les peuples qui seront pris en otage de ces luttes d'influence. Il faut sortir justement de cette dynamique qui consiste à favoriser un tel régime ou un autre sur le fondement de lutte d'influence géopolitique. Il faut renouer avec une forme de coopération et d'engagement avec et pour les peuples. La politique diplomatique de la France, si elle souhaite retrouver son influence, doit s'adresser directement aux populations, doit mettre en place des politiques d'investissement, d'éducation, de formation, d'échanges culturels à égalité, dans les deux sens, qui touchent directement les populations. C'est la seule façon pour la France de recouvrer une forme de respect, une forme d'écoute au sein de populations qui n'en peuvent plus de ces jeux de pillage, d'influence et de tricherie mutuelle. Sauf que, et c'est la seule incise politique, peut-être que je vais me permettre par rapport à la situation en France, on a l'impression que notre gouvernement ici est tout aussi aveugle aux aspirations de son peuple souverain qu'à Dakar. Et c'est ce qui explique probablement que la parole que je porte au nom d'Ousmane Sonko ait cette influence à Dakar, et qu'à l'inverse, la lutte du peuple sénégalais ait cet écho en France au sein d'un certain nombre de mouvements, notamment les Gilets jaunes. Il y a une identité mutuelle qui s'est créée. On a l'impression d'être confronté à des problématiques similaires. Ces problématiques semblent identiquement ignorées par nos gouvernements sur les deux territoires, avec des gestions et des formes de violence qui sont certes différentes à la fois en termes d'intensité et d'organisation, mais qui trouvent aussi des échos communs. Et c'est encore une fois, du coup, à l'horizontale et de façon très humble et très admirative que je me suis engagé pour porter cette parole d'Ousmane en son nom, avec un respect et une admiration qui ne sont pas feintes. Il nous apprend beaucoup, et le peuple sénégalais nous apprend beaucoup à travers lui. J'avais le privilège d'échanger quotidiennement avec M. Sonko jusqu'à son arrestation. Et c'est là aussi, à mon avis, une conscience de la part du pouvoir sénégalais, c'est-à-dire l'importance du lien que nous avons formé, qui peut-être est plus puissant encore que celui qui naturellement se forme entre un avocat et son client dans le cadre d'une affaire pénale particulière. Et c'est probablement ce à quoi le gouvernement sénégalais, mais probablement aussi mon gouvernement, souhaitait s'attaquer pendant cette période. J'appelle encore une fois à un changement d'attitude, non de façon belliqueuse ou provocante, non pour défier que ce soit Macky Sall ou l'Élysée, mais leur demander de prendre conscience qu'ils sont rentrés dans une dérive, qu'ils sont allés trop loin, parce que le soutien que j'ai eu l'honneur de recevoir pendant cette période, provenant de toute famille politique, de personnes qui se sont opposées férocement à moi ces dernières années, qui m'ont déconsidéré pour de nombreuses raisons, est significatif, non pas de ma valeur, mais au contraire de la gravité de la transgression qui a été commise par les personnes qui nous font face. Et c'est pour défendre un certain nombre de valeurs que ces personnes ont décidé de me défendre moi. J'en ai pleinement conscience, et je salue leur capacité à avoir dépassé nos différends pour s'engager de cette façon. Merci beaucoup, fact-check Senejet.info.
Alors, maître, il y a certaines questions que beaucoup de Sénégalais se posent. Vous êtes arrivé au Sénégal en passant par la Gambie, selon des informations venant du ministère de l'Intérieur sénégalais. Vous êtes arrivé à Dakar, vous avez assisté à la conférence de presse des avocats de Ousmane Sonko. Vous avez fait un discours, un texte de 10 minutes. Vous êtes reparti illico presto vite et bien embarqué dans un véhicule. Vous avez tenté de quitter le Sénégal passant par une pirogue, le fleuve Sénégal, arrivé en Mauritanie, interpellé et remis aux autorités sénégalaises à la vie. Maître, pourquoi vous n'avez pas voulu rester sur place après votre conférence presse et défier les autorités sénégalaises et dire venez me prendre? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous avez préféré partir en fuite et vous savez que c'est pas possible, c'est pas facile et c'est risqué, la pirogue, la mer, l'océan. Qu'est-ce que vous avez à dire au Sénégal et au monde entier qui ont suivi cet événement? Que si on regarde objectivement, avec un peu de distance, tous les éléments, qu'ils soient vrais ou faux, que vous avez énoncés, deviennent insignifiants si on regarde la situation dans son ensemble, encore une fois, du Sénégal, et le caractère massif des violations des droits fondamentaux du peuple sénégalais et du nombre de personnes qui les subissent aujourd'hui, et des conséquences potentielles que cela peut avoir pour le destin de millions de personnes. Et c'est, à mon avis, de cela et de cela seul dont il faut parler, et non pas faire nourrir la chronique du spectacle, du scandale, qui m'apparaîtrait indécente dans ces circonstances, que j'ai vu à Rebus. C'est de ça dont je souhaite que l'on parle. C'est de ça dont il faut parler. Et non pas le sort d'un petit occidental blanc qui, peut-être, parce qu'il est un petit occidental blanc, a eu le privilège de voir une attention particulière se lever sur lui. Que ce qui m'est arrivé, comme me le demande Ousmane, serve simplement d'illustration, moi, être particulièrement protégé. Moi, être dont on sait les conséquences que cela aurait d'atteindre à son intégrité. Si l'on s'est attaqué à moi de cette façon, imaginez-vous ce qui arrive au quotidien pour des millions de Sénégalais qui ne bénéficient pas des protections qui sont les miennes. Voilà la seule chose qui compte aujourd'hui, exposer la situation actuelle dans ce pays, en sachant qu'à travers cette lutte, bien d'autres s'en nourriront, et qu'elle permettra par répercussion, comme je l'ai dit quand j'étais à Dakar, de la Guadeloupe à la prison de Belmarsh, en passant par bien d'autres peuples et bien d'autres personnes en lutte, de mettre en avant leur situation et ce que cela en coûte, y compris dans des régimes d'apparence démocratique, de tenir droit, de ne pas plier, et de se maintenir fier à ces principes, quel qu'en soit le coût, et quels que soient les risques que l'on prend pour le faire. Si ce qui m'est arrivé peut servir d'exemple, et si l'on cherche à salir de différentes façons ce que j'ai fait, c'est justement pour éviter que cela serve d'exemple. C'est justement pour décourager les personnes qui pourraient se sentir inspirées par ce geste, par cet engagement et par ce courage. Donc je refuse de rentrer dans à la fois cette mise en scène potentielle de ce qui s'est passé et dans le débat que l'on chercherait à créer sur les conditions. Ce qui a été fait, c'est très clair. Je suis venu au Sénégal défendre un homme parce que cet homme me l'avait demandé. Je l'ai fait dans le respect des principes fondamentaux de ma profession, des lois et des règlements. On a voulu me le faire payer cher et tout un monde s'est levé pour l'empêcher. Et cela seul qui doit être rappelé. Oui, je souhaiterais rebondir là-dessus pour dire qu'effectivement, de ce qui est arrivé à notre confrère, je me répète, puisque c'est quand même important, de ce qui lui est arrivé, moi je pense qu'il faut retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est les difficultés que rencontrent les avocats pour exercer leur métier lorsqu'il s'agit
de la défense de M. Ousmane Sonko et de toutes les victimes de la répression militaire au Sénégal ces derniers temps. Parce que mon confrère n'est pas allé au Sénégal pour faire du tourisme. Il est allé là-bas en qualité d'avocat pour assurer la défense des intérêts de ses clients et de notre client commun. Je pense que c'est l'essentiel, c'est ce qu'il faudrait retenir. Et il y a une première, c'est même pas une tentative, puisque moi je me suis rendu au Sénégal, j'étais présent à l'audience correctionnelle dans le cadre de l'affaire de la diffamation. Il devait être là aussi. Bon, j'ai eu la chance d'arriver l'avant-veille, mais si j'étais dans le même avion que lui, peut-être j'aurais été aussi reconduit aux frontières. Il a été reconduit aux frontières, alors qu'il assure la défense d'un individu qui est resté, je pense qu'il faut le rappeler, 56 jours, ça on le dit rarement. Ousmane Sonko est resté séquestré chez lui 56 jours, sans recevoir la visite de ses avocats. Les avocats ont été empêchés de tout contact avec leurs clients. Ça, c'est quand même inimaginable. Et puis là, on reproche à l'avocat d'avoir trouvé des moyens légaux pour se rendre au Sénégal. Il n'est pas passé par l'aéroport international de Dakar, mais il est passé par d'autres voies légales pour entrer au Sénégal. On lui reproche de ça. Bon, donc moi je pense qu'effectivement, bon, ça, dans d'autres circonstances, on aura peut-être, si cela s'avère utile, de parler des circonstances de son arrivée, pourquoi il est passé par la voie maritime, ou bien la voie terrestre, ou bien la voie aérienne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est allé au Sénégal, non pas pour faire du tourisme, mais pour, dans le cadre de l'exercice de son métier d'avocat pour assurer la défense. Nous savons qu'au Sénégal, lorsqu'il s'agit de la défense de M. Sonko, c'est risqué. La preuve, il y a des confrères qui sont sur place, qui font l'objet des poursuites judiciaires, qui font l'objet des mesures disciplinaires. Il y a certains qui ont été suspendus. Et il y a un harcèlement qui est exercé sur les avocats de M. Ousmane Sonko. La défense est décimée. Bon, donc voilà, c'est dans ces circonstances que notre confrère s'est rendu sur place. D'accord. Maintenant, une question. Khalil Mahmoud Dakar Matin et les autres. Vous avez fait quelques jours la prison. Aujourd'hui, vous êtes, on peut dire, un droit de l'homiste. Aujourd'hui, dans les prisons sénégalaises, il y a beaucoup de citoyens qui sont embastillés. Est-ce que vous pouvez nous décrire les conditions dans lesquelles, parce que le plus souvent, les prisonniers, quand ils bénéficient d'une liberté provisoire ou d'une liberté totale, ils ont des séquelles. Est-ce que les quelques jours où vous avez visité en prison, vous pouvez nous décrire les conditions dans lesquelles les prisons sénégalaises, dans quel état elles se trouvent? J'ai dormi aux côtés de corps torturés. De corps qui portaient la trace de lourdes tortures. Il est très important que cela soit su. Des cicatrices liées à des violences policières qui n'étaient pas exceptionnelles. J'ai vu des corps qui ont été traversés par des balles. J'ai vu ces blessures dont on m'avait fait transmettre des photographies, des preuves documentaires qui ont été adressées à Confrères International et aux juridictions françaises. Je les ai vues de mes propres yeux, entassés par centaines, dans des conditions inhumaines, inimaginables, dans lesquelles des individus ne peuvent se déplacer, faute d'espace, pour aller uriner, sont obligés de faire leurs besoins sur place, souillent et entachent ceux qui sont à leur côté, et restent pendant des heures dans cette position, sans pouvoir s'allonger, s'écarter, ou tout simplement circuler. Cette situation, elle est le fruit direct des choix politiques qui ont été faits par le régime actuel. Parce que cette surpopulation carcérale massive, on parle, encore une fois, je le répète, d'une prison construite pour 600 détenus, qui en accueille 3000. 3000. Cette situation, elle est le fruit du choix d'une répression féroce, massive,
utilisant la justice pour éliminer les adversaires politiques. Les adversaires politiques à toutes les échelles. Il y avait à mes côtés des individus qui ont été placés en détention provisoire par des magistrats sur ordre direct du président de la République, parce qu'ils s'étaient sentis offensés d'une comparaison qu'ils avaient pu faire sur un post sur Facebook. C'est important de l'entendre. Ces hommes, c'est des pères de famille, cet homme en particulier, Mohamed Bilal Diop, est placé en détention provisoire, donc sans jugement, depuis plus de 4 mois. Pas de casier judiciaire, maire d'une commune. Il continue d'ailleurs à exercer depuis la prison de son mandat, comme il le peut. Et donc je veux encore une fois que ces mots traversent les murs de ces prisons et les fassent rugir. Eux qui sont détenus dans une situation où ils pourraient se croire oubliés, sans espoir, ou abandonnés par des personnes qui, l'ayant traversé éphémèrement comme c'est mon cas, en seraient sortis et préféreraient tourner la page et ne plus jamais les regarder. C'est l'inverse qui va se produire. Ils ont commis l'erreur fondamentale de me faire voir ce qui ne saurait être vu, parce qu'encore une fois, même mes confrères n'ont pas accès aux chambres de détention, qui sont évidemment retenues au niveau des parloirs, donc ils entendent ce que leur dit leur client. Mais moi, je me suis retrouvé au milieu de ces personnes, de leurs espoirs, de leurs craintes et de leurs inquiétudes, et c'est ce qui m'a amené à demander à Ousmane Sonko d'arrêter sa garde à vue, sa grève de la faim, parce qu'ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de cet espoir qu'il représente, parce que cet espoir, c'est tout simplement celui de retrouver une vie normale, de sortir de cet enfer. Il faut aussi que les personnes qui se rendent au Sénégal pour faire du tourisme, pour retrouver les leurs, aient conscience qu'à quelques pas de là, sur la corniche de Dakar, au centre de la capitale, des milliers d'êtres humains sont entassés comme de la volaille, parce qu'ils ont osé penser, lutter, militer. Est-ce que vous pouvez quand même nous préciser, parce que c'est important pour l'avenir, les conditions auxquelles votre contrôle judiciaire sont assortis exactement? Pour des raisons diverses, je préfère ne pas parler du fond de cette affaire, qui n'en est pas une. Qui n'en est pas une à mon sens, et qui n'est qu'une pièce dans le rapport de force politique qu'a tenté de mettre en œuvre le régime à l'égard de son principal opposant. Et donc, commenter le fond de cette affaire, ce serait rentrer dans le piège de ces dialectiques. C'est de la même façon, et pour cette même raison, que je ne rentre pas dans les arguties juridiques qui touchent la situation judiciaire d'Ousmane Sonko. Nous avons tous conscience aujourd'hui que cette situation judiciaire est directement le fruit de son engagement politique, et d'ailleurs, quelque part, heureusement qu'il est enfin poursuivi, politiquement, de façon assumée, après des années passées à le salir, à tenter de le dégrader, de pouvoir enfin assumer la nature politique des poursuites qu'il subissait. Aujourd'hui, M. Sonko, il n'y a pas besoin de supputer à cet égard, c'est assumé par le pouvoir et poursuivi pour des raisons politiques. Donc, les infractions pour lesquelles il est placé en détention provisoire sont politiques par nature, la sûreté de l'État et ainsi de suite. Et donc nous pouvons enfin discuter honnêtement de la situation de M. Sonko sans nous perdre dans les questions relatives en effet à la diffamation, aux conditions de... Enfin, le vrai débat se pose. Est-ce qu'il est normal, acceptable, est-ce que nous souhaitons qu'il soit possible de faire arrêter un opposant politique parce qu'il est un opposant politique? C'est aussi simple que ça aujourd'hui la question qui se pose. Est-ce que le fait d'avoir des mots consistant à résister à des injustices et à proposer des réformes fondamentales de ce pays peuvent suffire à amener à se retrouver privé de ses droits et emprisonné? M. Sonko a souhaité que je vous rappelle, c'est un point important, que tout cela commence par sa radiation quand même. C'est-à-dire que M. Sonko devient un acteur politique de son pays parce qu'il dénonce les faits de corruption et qu'il est radié de la fonction publique. C'est-à-dire que tout commence par une persécution. Tout commence par un engagement de sa part dans une forme de vérité et de défense des intérêts populaires qui, à l'époque, était désintéressé au sens politique du terme. Il ne cherchait pas à se faire élire, il dénonce quelque chose, il est radié de la fonction publique, et au lieu de se taire, de s'écraser, il prend à la volée le problème et il décide de s'engager. C'est très bien. Eh bien, maintenant, aujourd'hui, on en arrive à la situation
qui fait qu'on cherche à lui faire payer par des peines qui peuvent aller jusqu'à la perpétuité, cet engagement-là. Ça, c'est important aussi qu'on le sache, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que plus vous accroissez le coût de l'engagement politique dans une société, moins sa vitalité démocratique est possible, pas seulement à l'égard de la personne que vous sanctionnez, mais à l'égard de tous les autres qui se sentent intimidés. Ça, c'est important. Que quoi que vous pensiez des positions d'Ousmane Sonko, vous êtes en train de détruire l'édifice démocratique d'un pays en acceptant sa persécution. Et le deuxième point, c'est tout simplement que c'est moralement peu acceptable, en fait, de se retrouver dans une situation comme celle-ci où le pouvoir utilise des instruments qui sont faits pour défendre l'intérêt général, les intérêts d'une population, pour se maintenir au pouvoir et procéder à la défense de ses intérêts. Donc, dans ces circonstances, le défendre, encore une fois, c'est bien au-delà de ce que l'on peut penser de l'individu ou pas, c'est tout simplement s'engager pour des principes qui me semblent assez fondamentaux et qui, encore une fois, ont une résonance directe avec des luttes qui sont menées, y compris dans ce pays, et qui affectent aussi par ailleurs, d'un point de vue de la raison d'État, les intérêts profonds de ce pays. Maître, nous savons tous qu'un serial killer, un pédophile, même un nazi qu'on aurait attrapé ou le droit à une défense. Aujourd'hui, même les avocats sénégalais n'ont pas accès à l'avocat Ousmane Sonko. Vous pensez personnellement, est-ce que c'est par rapport à la plainte de la CPI ou votre premier tweet que cette animosité est excessive? Ousmane Sonko m'a appris à ne pas spéculer sur les intentions de l'adversaire. C'est quelque chose qu'il me dit à chaque fois qu'on échange. Il me dit pourquoi ils font ça. Si on commence à se perdre dans des spéculations, ils ont déjà gagné. C'est-à-dire qu'on devient prisonnier d'hypothèses qui peuvent être vérifiées ou pas. Donc en fait, qu'importe le pourquoi. Ils l'ont fait. Ils agissent de telle façon. Et nous réagissons, nous nous défendons et nous essayons de nous adapter afin de s'assurer que ces stratagèmes et ces tactiques ne soient pas appliquées. Ousmane Sonko est dans une position où il peut surtout ne pas s'adresser au peuple sénégalais, il ne peut pas préparer lui-même sa peut-être probable élection, que ce soit par lui-même ou par un tiers, puisque ce sera finalement ce qui interviendra si jamais on l'empêche de se présenter directement. Le peuple sénégalais choisira quelqu'un qui agira en son nom jusqu'à ce que justement se règle cette situation. En toutes circonstances, je pense que c'est au détriment de l'ensemble du peuple sénégalais. Maître, vous étiez à Dakar. Certainement, vous avez rencontré des concitoyens. Quel est le mot qui revenait le plus quand ils vous rencontraient? J'ai pleuré d'émotion. J'ai pleuré d'émotion à de nombreuses reprises, et c'est la seule fois d'ailleurs que j'ai pleuré, quand ils m'ont témoigné de leur estime et de leur soutien. Quand un des co-détenus m'a dit qu'il avait pleuré pendant la conférence de presse que nous avions donnée à Dakar, et que de façon générale, on m'a dit que cela leur avait redonné de l'espoir, du courage et de l'envie de se battre. J'ai, y compris dans les fourgons qui me trimbalaient d'un lieu à l'autre, vu des visages qui se rapprochaient du mien, qui m'envoyaient des signes. Et j'ai vu en sortant de la prison de Dakar, lors d'une de mes extractions, la prison rugir de soutien. Et c'est donc le point levé que je suis sorti accompagné de leurs cris, qui sont des cris d'espérance, parce que ce sont des personnes que l'on prive de leur droit à la parole, et qui ont trouvé en moi un allié, une personne qui permette ponctuellement de pallier aux impossibilités qui sont faites à leurs représentants de défendre leur parole. Aujourd'hui, c'est moi. Si ma détention s'était poursuivie, cela aurait été quelqu'un d'autre. Et dans cette course de relais que nous maintiendrons, eh bien tout simplement la liberté et la souveraineté. Pensez-vous que... Attends, pardon, il y a quelqu'un qui n'a pas posé de question pour l'instant. Oui. Maître, bonjour. J'aimerais poser une question qui presse. J'aimerais poser une question qui pourrait faire espérer le peuple sénégalais. J'aimerais de votre bouche une réponse sincère, concise et précise. J'aimerais savoir, maître, comment vous allez laisser ce peuple debout ou se coucher? C'est ça ma question. Merci beaucoup. On va finir peut-être sur ce point. Je vais répéter en fait ce qui a déjà été dit. Le peuple sénégalais nous a donné un exemple et continue de le faire en se levant massivement pour défendre l'honneur dans un premier temps, puis la liberté d'un homme, parce qu'ils avaient conscience que cette lutte était celle qui permettrait de garantir la défense de leurs intérêts et leur souveraineté. Ils l'ont fait aux côtés et pour un homme qui lui-même refuse une quelconque compromission,
que ce soit avec des régimes étrangers, ou que ce soit avec d'autres forces politiques, dans le cadre des accords corruptifs que met en place régulièrement le régime pour réintégrer un certain nombre d'opposants politiques, tout en conditionnant leur opposition et en conséquence en la restreignant. Ousmane Sonko a tenu droit. Il n'a rien léché, il n'a rien concédé. Et c'est pour lui rendre hommage et en réponse à cette force que le peuple sénégalais s'est levé et le monde entier doit regarder avec admiration cette force qui aujourd'hui fait encore tenir debout des milliers de détenus politiques dans des conditions inhumaines, propres des pires dictatures qui aient jamais existé. C'est avec un grand respect, une grande émotion que nous devons les regarder, et c'est pour cela. C'est parce que j'ai vu ce peuple se lever, et c'est parce que du coup j'avais confiance en ce peuple, que j'ai pris le risque de me rendre à Dakar pour être à leur côté. La dernière question peut-être. Pardon, allez. Est-ce que vous croyez que cette chronique n'a pas nuit à la situation de votre client et n'a pas renforcé la situation pour lui et l'a mis dans le second plan de l'affaire? Au contraire, elle a mis en lumière pour de nombreuses personnes qui n'avaient pas conscience de l'existence de cette problématique, en France et ailleurs, que le Sénégal n'était plus le pays que l'on avait longtemps respecté du fait de son engagement pour les droits de l'homme, la démocratie et pour sa stabilité. Elle a permis de rendre visible, d'abord avec notre procédure auprès de la Cour pénale internationale, la multiplicité des exactions et des crimes qui ont été commis, et dans un second temps la situation d'Ousmane Sonko, enfin la situation de ceux qui sont aux côtés d'Ousmane Sonko, y compris encore une fois lorsqu'ils sont protégés, privilégiés, comme cela a pu être mon cas du fait de mon statut d'avocat et du fait de ma condition. Ousmane a, je pense, été ému, c'est ce qui me revient de ce qui s'est passé, et c'est évidemment aussi pourquoi nous sommes sortis immédiatement. Nous avons refusé, au cours de cette conférence de presse, de nous attarder sur ce qui me serait arrivé ou non, parce qu'il serait indécent de se centrer sur ce petit cas particulier, qui n'en est qu'un parmi des milliers, et qui n'a en rien une importance supérieure à celle de ceux que j'ai vus au quotidien à Rebeuss, des personnes qui ont commencé à me confier leur dossier pour que je m'occupe de leur défense et que je tente de la renforcer à leur tour, ce à quoi je me suis occupé pendant les jours où j'étais présent sur place, et de façon plus générale aux victimes que nous continuons et continuerons de défendre à travers les nombreuses procédures que nous avons enclenchées pour essayer de leur permettre d'être protégés à l'avenir, c'est le plus important, et que justice soit faite à leur égard. Et je pense que Maître, nous pourrons nous en tenir. pour les Sénégalais de la diaspora qui sont là et qui veulent rentrer, il y a un camarade, il y a même pas 2 semaines, qui est parti en vacances à Sali, qui s'appelle Maoudoba, qui a été arrêté donc, par l'État sénégalais en lui collant des motifs qui n'existent pas, parce que cette personne, on le connaît très bien. Qu'est-ce que vous pensez des Sénégalais de la diaspora qui veulent rentrer et qui sont devenus maintenant prisonniers ici en France parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer au Sénégal, dans la mesure où ils ont une liste adressée devant l'aéroport? Il faut qu'on s'en tienne là, mais encore une fois, il faut regarder la situation générale du Sénégal, non pas encore une fois pour stigmatiser, mais au contraire parce qu'il y a encore un espoir au Sénégal. C'est ça aussi qui est très important. Il y a des pays où une nuit s'est étendue et sera très difficile à renverser. Au Sénégal, nous sommes encore sur ce moment où toutes les bascules sont possibles. Et c'est pour cela que nous nous accrochons, que nous assistons tant sur la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il sera bien moins coûteux en termes d'efforts d'éviter l'effondrement, d'éviter de plonger dans un système autoritaire installé de façon définitive. Ce sera beaucoup moins coûteux qu'à l'inverse accepter cette lente dérive qui sera mortifère et qui, pendant 2 décennies, plongera non seulement les citoyens dont on parle, les détenus politiques dont on parle, mais l'ensemble d'un peuple dans une situation dans laquelle il sera très difficile de sortir. Aujourd'hui, la possibilité de sauver un régime démocratique existe. Il faut un effort important de la part des différents États étrangers pour tenter de médier et d'inciter le régime actuel
à rouvrir les discussions et éviter une nouvelle phase de transgression qui sera coûteuse en vie humaine, qui sera coûteuse pour le peuple sénégalais, pour leurs citoyens. Merci à tous d'être venus. Et, Merci.